Sixième année du séminaire, et tel qu'en lui-même, cette année le change, euh, on a toujours les mêmes problèmes avec la psychiatrie et avec la technique. Donc, on fait un séminaire pour essayer de s'améliorer. C'est pas encore tout à fait ça, mais on reçoit ce soir l'aide d'Alexandre Omery. On est très heureux d'avoir ici. On a souvent correspondu à distance, donc on se rencontre pour la première fois. Très heureux de te voir en personne après t'avoir lu. Donc, tu es psychiatre. Tu m'as dit que tu travaillais donc en libéral et au centre Isidore Ducasse, qui est un centre pour adolescents. Ça. Et puis aussi, donc, tu as une grande activité d'écriture, une activité éditoriale. Tu co-diriges notamment les éditions de La Conquête, qui ont participé à diffuser hein, les interrogations qui sont les tiennes, à savoir autour de l'histoire et de l'épistémologie, puisque vous avez notamment traduit le bouquin de Ouais, Berrios, German Bios. Germain Berrios, il y a quelques années maintenant, 2019, je crois. 2019. Et puis aussi, vous avez réédité des écrits de Clérambault, que tu avais Mhm. préfacé, je crois. Tout à fait. Voilà. Et donc, tu as cet intérêt pour les questions épistémologiques qui concernent la psychiatrie et pour mettre au travail donc, ces questions, tu es en train de finir de rédiger donc, une thèse qui se déroule dans un labo de l'ENS Lyon, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une thèse que j'ai faite sous la direction de Samuel Lézé à l'ENS de Lyon, qui est une thèse d'épistémologie de philosophie, qui traite surtout de la sémiologie aliéniste, et dont je vais essayer de vous parler ce soir. Très bien. Et puis, c'est vrai que ce sont de nombreuses questions qui nous concernent, qui nous traversent. Tu avais publié donc un article très important sur la linguistique de Pinel dans un numéro spécial qu'on avait fait en 2022. Alors peut-être que Mhm. tu vas nous en parler aussi de ces questions autour de Pinel. Et puis c'est vrai qu'on avait fait aussi un numéro dans lequel Benjamin t'avait participé sur cette question de un peu quelle spécificité, quel savoir spécifique possède la psychiatrie. Je crois que c'est Une des, des interrogations voilà, principales, oui. voilà, qui traverse ton travail et ton Mhm. exposé de ce soir. Ok, bah écoute, je te laisse la parole pour environ une heure d'exposé, et puis on se retrouve pour la discussion. Ça marche. Merci Clément. Bonsoir, donc on y va? Bien. On y va. Je vais vous parler de ma thèse de philo. J'ai voulu intituler la présentation ce soir l'opacité épistémologique de la clinique aliéniste, ce qui en fait nous amène à commencer par une question un peu simple qui serait qu'est-ce que c'est que l'épistémologie? Le but de l'épistémologie serait d'évaluer les connaissances produites par une certaine discipline, c'est-à-dire de questionner la valeur des savoirs, leur capacité à dire une certaine réalité ou à fonctionner sur une certaine réalité. L'épistémologie procède alors par une analyse critique des modes et des circonstances à la fois de production et de transmission des savoirs. Et c'est pourquoi une épistémologie des savoirs aliénistes correspond grossièrement à la psychopathologie du 19e siècle en France, impliquerait nécessairement une perspective historique sur l'élaboration de ces savoirs. Il est ensuite de bonne méthode de se demander qu'est-ce que la sémiologie aliéniste. Si on le considérait seulement comme une suite de classifications nosologiques, le savoir aliéniste nous apparaîtrait à la fois instable et désuet, puisque les différentes classifications se sont succédées, remplacées et corrigées, sans qu'il soit vraiment possible d'établir une continuité convaincante entre les propositions. En effet, d'un côté, la plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'il a fallu attendre le début du XXe pour que la psychopathologie s'installe dans des ensembles systémiques cohérents. Et d'un autre côté, la plupart des auteurs hellénistes ont plutôt travaillé à discriminer des points précis de sémiologie auxquels ils ont souvent attaché leur nom propre, qu'à construire des classifications d'ensemble. Par contre, les catégories sémiologiques, c'est-à-dire les mots et les concepts qui rendent intelligibles les informations cliniques qui se dégagent de la rencontre avec les malades, et les schémas pathogéniques élaborés entre 1800 et 1920 demeurent encore aujourd'hui même au fondement de ce que Germain Berrios a appelé la psychopathologie descriptive, et que nous appellerons ce soir, en nous cantonnant au contexte français, la sémiologie aliéniste.
Cette sémiologie aliéniste a été produite à une certaine époque que l'on peut appeler la période aliéniste et semble rester étonnamment stable depuis. Un autre phénomène épistémologique remarquable et qui s'est produit à la fin de cette période aliéniste est ce que Berrios décrit comme une fermeture de la psychopathologie descriptive. C'est-à-dire que les psychiatres auraient arrêté au bout d'un moment de décrire de nouveaux signes cliniques. Il serait bien sûr un peu naïf de s'imaginer que cette fermeture pourrait tout simplement correspondre au fait que tous les signes cliniques auraient été décrits et détectés. Gladys Swain tente plutôt d'expliquer ce constat en opposant deux époques. Elle écrit, je cite, « Autant les idées sur la genèse des psychoses et leur nature se sont profondément modifiées, autant les cadres descriptifs légués par ce qu'il est convenu d'appeler les écoles françaises et allemandes ont été massivement conservés, sans subir de grandes transformations ni même connaître de très substantiels enrichissements. La psychiatrie a cessé de produire des catégories descriptives quand elle a dû quitter l'extériorité clinique pour entrer dans l'intériorité psychopathologique. » Dans la conclusion, son histoire et structure du savoir psychiatrique, Paul Bachelard constate la fermeture vers le début du XXe de l'ère des classiques, dont les postulats préalables constituaient en des hypothèses de recherche visant à guider l'observation, et le début du siècle des grandes synthèses dogmatiques, dont les œuvres de Minkowski, Guiraud, Henriet en France, Schneider et le courant phénoménologique en Allemagne, représentent des contributions qui, d'après Paul Bachelard, sont parmi les moins closes et stériles. C'est encore ce que Georges Lantéry-Laura a appelé le paradigme des structures psychopathologiques, qu'il a daté entre 1926 et 1977, paradigme qui réorganisait la multiplicité par l'usage du concept opératoire de structure. L'épistémologue peut donc se demander que vaut la sémiologie aliéniste et surtout que vaut l'utilisation, que l'on pourrait faire encore aujourd'hui, d'un ensemble de notions plus que centenaires. Si les cliniciens d'aujourd'hui se servent d'un appareil sémiologique qui s'est perfectionné à une époque qui n'est plus la nôtre, il s'agit en effet d'interroger l'épistémologie sur la valeur de cette sémiologie. Or, dans l'historiographie très riche qui porte sur l'œuvre de Philippe Pinel et plus largement sur la période aliéniste, se côtoient deux perspectives épistémologiques contraires. Sur la valeur de la sémiologie aliéniste, on peut distinguer une perspective téléologique et une perspective constructiviste. La perspective téléologique, que l'on pourrait aussi dire dogmatique, consiste à voir dans les notions de la sémiologie des aliénistes comme le germe ou les étapes de raffinement successives qui ont permis d'aboutir enfin aux connaissances actuelles. L'histoire de la psychiatrie est particulièrement vulnérable à la téléologie de l'histoire, qui consiste, d'après Alain de Libera, à faire le partage entre ce qui est vivant et ce qui est mort. C'est une histoire des sources de nos savoirs à laquelle s'adonnent quasi systématiquement les psychiatres qui font leur propre histoire. Mais elle manque l'essentiel de la genèse de la pensée psychopathologique des aliénistes, dans la mesure où ce n'est qu'à la pensée psychiatrique actuelle qu'elle peut proposer une explication génétique. Pourtant, la médecine aliéniste est constituée comme un discours spécial sur les troubles mentaux à partir de problèmes théoriques et pratiques, intrinsèquement distincts des enjeux épistémologiques de la psychiatrie d'aujourd'hui. Il est possible qu'une grande partie des implicites que l'on croit morts et oubliés continuent à structurer la psychiatrie du XXIe siècle. Toutefois, la forme que prend la psychiatrie d'aujourd'hui ne doit pas être le filtre à partir duquel seraient discriminés les déterminants implicites d'hier. Il faut dire que la majorité des textes historiographiques traitant de l'époque helléniste ont été créés à une époque où le savoir psychanalytique pouvait apparaître comme un aboutissement de la quête de connaissances psychiatriques. Or aujourd'hui, si c'est un peu moins le cas ici, la théologie d'une telle perspective n'est plus en mesure de récolter une adhésion tout à fait unanime. Par ailleurs, il est important de garder à l'esprit que l'histoire se raconte toujours comme une certaine version de l'histoire. Et l'histoire des idées psychiatriques s'est sans cesse réécrite tout au long de son déroulement. En effet, cette histoire a longtemps été l'œuvre des médecins eux-mêmes et servait principalement à établir l'originalité de leur rapport. Il est d'usage dans les différentes nosographies de refaire l'histoire complète d'une certaine notion depuis Pinel avant d'en proposer le dépassement. Or, cette histoire plurielle sans cesse reprise par des spécialistes, si elle a bien l'avantage d'être écrite par des praticiens conscients des enjeux concrets, elle a aussi pour principale faiblesse de privilégier une mauvaise réception de la pensée des médecins antérieurs. Mauvaise réception qui vise
en forçant le contraste à promouvoir l'originalité des idées nouvelles. Un psychiatre peut avoir tendance à mésestimer les idées qui sont les plus proches des siennes, celles qui lui font concurrence en quelque sorte, comme à encenser un peu excessivement des idées plus anciennes. Nous disions que l'autre perspective épistémologique sur la sémiologie aliéniste était une perspective constructiviste. En isolant les déterminants socioculturels et historiques qui ont façonné le discours des aliénistes, on aboutit à une forme d'historicisation des formes que peut prendre la folie. Ces formes semblent justiciables des changements paradigmatiques dans le savoir psychiatrique, ce qui tend à conforter une position relativiste qui assumerait, in fine, que les symptômes mentaux ne représenteraient que des constructions culturelles. L'épistémologie contemporaine ne fait en effet plus grand cas d'un réalisme qui plaiderait naïvement pour la positivité des faits cliniques. Feyerabend, l'épistémologue, nous aura au moins convaincus qu'il se cache moins de réalité que de conformisme, d'obscurantisme et de théologie dans l'adoration des faits. Et plus récemment, une approche sociologique des sciences expérimentales en vient à critiquer le caractère autosuffisant des connaissances expérimentales. Ian Hacking parle d'une auto-justification qui est produite par un corps de types de théories, de types d'appareils qui sont mutuellement ajustés les uns aux autres et qui donc deviennent un système clos qui est essentiellement irréfutable. C'est un peu l'effet de Procuste dont parle Germain Berrios, qui correspond au fait que, dans une assez large mesure, les psychiatres sont amenés à conformer les faits aux catégories sémiologiques ou taxonomiques qu'ils leur imposent. Mais en même temps, Berrios, qui lui-même critique cet effet de Procuste, cherche à tempérer le réductionnisme sociologique qui va jusqu'à confisquer à la clinique toute sa légitimité sur le réel. Il s'oppose à ce constructivisme dans son fameux History of Mental Symptoms, en affirmant que la part de construction culturelle et les perspectives théoriques changeantes qui indubitablement façonnent les symptômes psychiatriques ne sont toutefois pas assurées de pouvoir écraser la récurrence des phénomènes vécus à travers les âges, ni une potentielle invariance d'un système biologique qui coïnciderait avec ces phénomènes. Au fond, le problème qu'il y aurait pour des cliniciens comme nous à accepter un point de vue trop relativiste sur la sémiologie psychiatrique, c'est qu'un tel parti pris ferait perdre aux connaissances toute la valeur qu'elles peuvent avoir en dehors de la période et du paradigme épistémique qui a amené leur formulation. Et si on ne parvenait pas à établir sa valeur transépistémique, la sémiologie aliéniste serait désuète. Elle n'aurait de valeur que pour l'historien et ne pourrait plus servir le médecin. Or, pour être ne serait-ce qu'un petit peu transhistorique, une épistémologie de la médecine mentale doit pouvoir se fixer sur un invariant, quelque chose qui subit pas de plein fouet les trémulations de l'histoire. Et cet invariant, s'agissant de la période aliéniste et donc du XIXe siècle, ne peut de fait pas être un invariant biologique, puisque l'ouverture des corps que pratiquaient les aliénistes ne s'est jamais avérée véritablement probante. Il y a alors l'option de la clinique. Intuitivement et de fait historiquement, quand on est soi-même clinicien, on a tendance à ressentir qu'il y a dans ce qu'on appelle la clinique quelque chose qui pourrait constituer cet invariant transhistorique. Quelque chose qui ne serait pas une construction théorique, mais plutôt une donnée positive. Mais il est vrai que Foucault a exposé avec une certaine éloquence le rôle qu'a joué la dénomination dans l'édification des savoirs médicaux et dans la naissance de la clinique. Dans l'aliénisme, le langage est à la fois instrument et objet. La clinique dépend d'une technique de décryptage par la dénomination qui doit préalablement imposer au fait la structure d'un langage. C'est pourquoi les faits cliniques ne sont pas juste des faits réels, ils sont la marque d'une perspective théorique sur la réalité. L'argument mobilisé par Foucault dans la naissance de la clinique s'appuie sur une assimilation autoritaire de la philosophie de l'abbé de Condillac par les médecins du XIXe. En s'appuyant sur ce qui est finalement une assez maigre analyse de la réception de la philosophie de Condillac par les médecins de la Révolution, Foucault est amené à affirmer, je le cite, que l'isomorphisme fondamental de la structure de la maladie est de la forme verbale qui la cerne. Foucault construit son raisonnement à partir des théories du langage élaborées par Condillac dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines, impliquant en effet une forme de correspondance entre la pensée humaine et le langage qu'il exprime. En transposant analogiquement cette correspondance sur le rapport entre l'acte perceptif du médecin et l'acte de dénomination par lequel il est supposé avoir érigé le système des connaissances médicales,
la thèse de la naissance de la clinique est que le médecin du début du XIXe siècle aurait confondu la structure de la maladie et la structure du langage qui la définit. Et si, comme le suggère Steve de Mazeux, le rapport entre clinique et théorie en psychiatrie est la mère de tous les problèmes, c'est bien parce que, comme le montre Foucault, les systèmes théoriques ont fabriqué de la lisibilité dans le réel. C'est ici qu'intervient l'analogie avec la structure du langage. L'illusion de la pureté du regard clinique est garantie par la prédétermination qu'opère le langage dans les choses elles-mêmes. Foucault dit que ce regard qui ne modifie pas montre que sa réserve est liée à la solidité de son armature. Ainsi, pour que la clinique puisse prétendre à son autonomie, pour que le regard du clinicien ne s'avance pas à parler là où il avait promis de se taire, et pour qu'il puisse s'en tenir à ne jamais théoriser ce qu'il observe, il fallait que la structure du visible soit d'emblée dite sous forme de langage. Pour de Mazeux, le problème essentiel du mythe de l'autonomie de la clinique est d'établir la prétention des médecins à fonder leur savoir sur un socle solide, positif et invariable dans l'histoire, qui serait celui de l'observation. Ce qui revient en fait à oublier tout ce que rentre d'a priori théorique en tout genre dans l'appareil conceptuel qui opère cette observation. En gros, le problème de la clinique, comme l'affirme de Mazeux, c'est que le clinicien a toujours une idée derrière la tête. De Mazeux rejoint alors Foucault. Mais le mythe de l'autonomie de la clinique qu'il dénonce tient à la fois de la naissance historique de la clinique telle qu'elle est comprise par Foucault et aussi à une réactivation secondaire de ce mythe. Il y a une sorte de rhétorique institutionnelle qui vise à établir la positivité de la clinique pour sacraliser le regard du clinicien à une époque plus récente et plus actuelle où le statut de la sémiologie change et où les données objectives de la psychiatrie tendent à se dispenser du coup d'œil du clinicien. Pour de Mazeux, la survivance des notions de la sémiologie psychiatrique est avant tout garantie institutionnellement. Et leur pertinence peut alors sembler illusoirement maintenue par le mythe de la clinique. Le risque est que ces concepts sémiologiques, une fois institués, deviennent des obstacles verbaux et que la psychiatrie, croyant comprendre son objet, ne fasse en fait que proposer, comme le dit l'expression de Bachelard, de fausses explications obtenues à l'aide d'un mot explicatif. En pratique, le psychiatre a assez souvent recours à des termes qu'il n'est pas tout à fait en mesure de définir ou qu'il utilise sans pour autant souscrire complètement à l'univers théorique dont ils sont issus. On répète parfois par mimétisme que les patients décompensent, qu'ils sont clivants, qu'ils ont une structure psychotique, qu'ils sont neuroatypiques, sans même chercher à déterminer ne serait-ce qu'une option parmi d'autres sur la portée conceptuelle de ces notions. Mais alors, derrière ces mots, ce seraient des obstacles verbaux. Ce qui demeure quelque chose dans l'expérience clinique des aliénistes qui puisse résister à la critique épistémologique. Cette question difficile rejoint celle de Ferrat-Télan, qui se demande, je le cite, si la transformation foucaldienne de l'épistémologie historique fournit un cadre pertinent lorsqu'on étudie aujourd'hui l'histoire d'un concept scientifique, ou si au contraire elle conduit à une neutralisation des contenus de savoir dans les logiques extrascientifiques, politiques et sociales. La question de la neutralisation des contenus de savoir est d'autant plus prégnante concernant la sémiologie aliéniste du 19e que cette sémiologie reste utilisée aujourd'hui par les psychiatres et que les distinctions catégoriques qui s'y opèrent continuent à ce jour à constituer la trame des observations médicales. Donc, si l'argument de Foucault consiste à dire que l'émergence historique des concepts dépend de rationalité irréductible à la seule logique des sciences elles-mêmes, les conséquences en sont la relativisation historique des notions scientifiques qui ne peuvent plus être jugées quant à leur plus ou moins bonne correspondance à une réalité transcendant cette histoire. L'histoire devient le dernier mot de l'épistémologie et le statut même de la réalité clinique s'en trouve bousculé, et même pour ainsi dire avili. Où situer en effet une réalité par rapport à laquelle se serait formée une sémiologie aliéniste. On l'aura compris, que ce soit du point de vue de la sociologie ou de l'histoire, la critique épistémologique actuelle tend à anéantir la valeur des savoirs aliénistes. C'est pourquoi, puisque l'objectif de ma thèse était de restituer une valeur de vérité à la clinique aliéniste, elle a nécessité une méthode qui pourrait se comprendre comme un retour à une forme d'épistémologie historique par rapport au premier retournement qu'avait opéré Foucault et qui cherche à utiliser l'histoire comme argument non pas contre la clinique, mais pour attester au contraire de la valeur des savoirs.
En effet, la critique épistémologique a souvent trop rapidement préjugé des a priori théoriques que subissaient les médecins du 19e. Ces médecins sont en fait beaucoup plus subtils qu'on ne le voudrait. En critiquant le positivisme des premiers aliénistes, Foucault a surtout érigé des hommes de paille contre qui développer sa propre rhétorique. Il m'a semblé, en étudiant les textes des aliénistes, que l'empirisme auquel se seraient voués les médecins de la Révolution est certes censé promouvoir la validité des observations cliniques qu'ils produisent, mais n'est jamais assuré de la garantir. Il s'agit seulement pour eux de partir du visible comme une borne de l'entendement plus sûre que ne pouvaient être les spéculations sur la substance. Mais il ne fait pour autant aucun doute, même pour les médecins du 19e, que les observations ne peuvent pas être pures, que l'objectivité de la clinique dépend intimement des circonstances et du sujet d'observation, et qu'elle nécessite la corrélation des témoignages de plusieurs médecins entre eux. Compte tenu de son objectif, qui est donc un peu d'aller à l'encontre de la critique épistémologique traditionnelle, la démarche épistémologique qui est la mienne se fait en 3 étapes, que je pourrais aujourd'hui qu'assez brièvement évoquer. D'abord, une redéfinition historique de ce que pourrait être un paradigme des savoirs aliénistes. Il s'agit de montrer que l'évolution paradigmatique de l'aliénisme est corrélée à l'exploration conceptuelle de ce que je vais définir comme les rapports de la pensée au langage. Le but étant de proposer une redéfinition du paradigme aliénisme relative non plus au contenu assertif qu'il a produit, mais plutôt au problème conceptuel qu'il a confronté. Ce qui s'avère alors transhistorique n'est plus la continuité du concept, mais une sorte de continuité, on pourrait appeler la continuité de l'effort de conceptualisation. Cette première étape constitue comme la preuve historique d'une réaffirmation du statut de la rencontre clinique et d'une redéfinition épistémologique de ce que peut être la clinique. Finalement, ce vers quoi j'espère vous emmener à la toute fin de cet exposé, c'est au fait que de repenser les rapports des savoirs aliénistes à la réalité clinique va questionner d'abord le statut même de cette réalité, que nous allons essayer de comprendre comme non figurative, et donc en quelque sorte inconcevable et irréductible aux perspectives théoriques qui tentent de la cerner, et puis que cette réalité de la rencontre clinique devient comme trop grosse et trop complexe pour être contenue dans un savoir, va impliquer, pour néanmoins la contenir ou pour ne serait-ce qu'essayer de l'approcher, une théorie de la vérité que nous dirons aporétique. Ça, je reviendrai là-dessus en conclusion. Cela dit, pour avancer dans cette démarche, il m'a fallu raffiner 3 concepts méthodologiques qui forment, je crois, le principal apport de ma thèse. D'abord, les rapports de la pensée au langage, qui font l'objet d'enquêtes historiques que j'ai menées dans les textes de Pinel, puis en suivant l'évolution, tout au long de la période aliéniste, de la conceptualisation des notions d'hallucination psychique et d'un postulat initial à l'origine des délires. Je me suis attaché à discriminer les différentes conceptions du rapport de la pensée au langage, telles qu'elles sont successivement mobilisées par les aliénistes pour établir un rapport compréhensif entre les plaintes des malades et l'expérience vécue qu'elles sont supposées exprimer. Ces conceptions ne sont pas les concepts qu'étudie traditionnellement l'épistémologie historique, pour la simple et bonne raison qu'elles demeurent, pour la plupart, complètement tacites. En effet, ni chez Pinel ni chez Esquirol ne se discutent les rapports de la pensée au langage, ni le principe de la correspondance de la pensée et du langage qu'ils empruntent à Condillac. Certaines conceptions des rapports pensée-langage, et pourtant nécessairement impliquées dans la conceptualisation de notions psychopathologiques, comme le délire ou l'hallucination. On ne peut pas penser une hallucination psychique sans préjuger d'une manière ou d'une autre de certains rapports entre la pensée et le langage. Ainsi, en étudiant des concepts comme ceux d'hallucination psychique et de postulat initial, mon objectif était de montrer que l'expérience clinique des aliénistes tend plutôt à mettre en échec leur propre concept sémiologique, et donc les implications théoriques qu'ils admettent. C'est pour ainsi dire une histoire de l'envers des concepts aliénistes que j'ai espéré rendre lisibles. Les nuances conceptuelles et les catégories d'intelligibilité qui ont permis aux aliénistes de préciser les distinctions sémiologiques entre un type ou un autre d'hallucination auditive, et qui leur ont permis en parallèle d'approcher progressivement la nature intuitive du postulat initial, sont issus de champs théoriques divers comme la théologie, la phonétique, la physiologie, surtout la philosophie finalement, mais qui ont en commun le problème des rapports entre la pensée et le langage. J'ai donc cherché à reconstituer l'espace des possibles dans lequel s'est faite l'élaboration des descriptions cliniques de la folie à chaque étape de ces concepts.
pour montrer ainsi que l'état des disponibilités conceptuelles sur la question des rapports pensée-langage reflète une certaine évolution des problèmes épistémologiques propres au savoir psychiatrique, peut-être plus clairement que ne peut le faire la progression d'une notion sémiologique elle-même. Or, une telle perspective sur l'évolution des savoirs psychiatriques, à savoir l'évolution des problèmes théoriques auxquels sont confrontés les aliénistes, remet en jeu le rapport dialectique entre la théorie et la clinique. Le fait de penser la rencontre clinique comme un instrument, au sens où l'entend Bachelard, fait d'elle le lieu de cette dialectique. Il s'agit d'appliquer à la rencontre qu'on dit clinique entre un médecin et un malade le statut d'instrument scientifique. On sait que la rencontre clinique est un instrument thérapeutique, au sens où il lui est attribué un rôle psychothérapeutique. Mais il faut aussi la penser comme instrument de connaissance, d'exploration du vivant, instrument de mesure qui permet l'acquisition de savoir. On dirait alors, avec Gaston Bachelard, que les instruments que sont les rencontres cliniques sont des théories matérialisées. C'est une célèbre maxime de Bachelard. Tout instrument de mesure scientifique, pour Bachelard, un thermomètre par exemple, admet a priori un ensemble de théories scientifiques sur la réaction du mercure à la chaleur. Ces théories sont donc matérialisées dans l'instrument, ce qui implique, encore une fois, pour l'entretien clinique, que les données de l'observation dépendent des conceptions théoriques mobilisées par le clinicien. Ça, on le sait bien. Pour l'épistémologue, concevoir ou utiliser un instrument, c'est exploiter un ensemble de théories admises. L'instrument clinique ne serait donc que le reflet des théories qu'il mobilise. Sauf que, en contrepartie, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à l'inverse, que la réalité renseigne l'observateur sur la pertinence de son instrument, et donc à l'occasion sur l'insuffisance des théories qu'il admet. Il faut aussi penser la rencontre clinique comme un instrument qui dysfonctionne, qui ne marche pas si bien que ça, et donc qui, plutôt que de confirmer les théories qu'il admet, nous oblige à les améliorer. Dans ma thèse, j'ai cherché à penser historiquement la rencontre clinique entre les aliénistes et les malades comme un instrument évolutif d'exploration de l'expérience vécue de l'autre, qui sans cesse met à l'épreuve et reconfigure les théories qu'il mobilise. Les rencontres cliniques entre médecins et malades deviennent alors l'instrument scientifique par lequel la théorie se met à l'épreuve du réel, le lieu d'une interaction entre la théorie et la réalité. Dernier concept méthodologique, le plus important à mon sens, mais aussi le plus compliqué, l'opacité épistémologique. La clinique comme instrument nous aide à comprendre qu'il existe certes un surplus informatif dans la théorie qui vient configurer la clinique, mais à l'inverse, il y a également un surplus de réalité dans la clinique qui oblige constamment la théorie à se reconfigurer. Ce surplus de réalité est non figurable, inintelligible et opaque. L'essentiel de mon propos consiste à montrer que la résistance de la réalité à l'appareil conceptuel qu'il aborde oriente la reconfiguration de cet appareil vers l'investigation de cette opacité. C'est pourquoi je parle d'opacité épistémologique. C'est dans ce sens que quelque chose d'ineffable, qui se rapporte à la fois à ce que le malade n'arrive pas à dire de sa propre expérience vécue et à la difficulté du médecin à reformuler ce vécu dans un langage conceptuel, double difficulté qui fait attention partie intégrante de la rencontre clinique. Mais que ce quelque chose d'ineffable a géré donc en réciprocité sur la théorie qu'il prédétermine. J'ai voulu montrer que la dimension problématique inhérente à chacun des textes représentant les étapes cruciales de l'évolution conceptuelle des notions sémiologiques que j'ai étudiées se rapporte non seulement au savoir formulé et mobilisé par les aliénistes, mais à ce que leur discours suggère de la résistance qui leur est opposée par une réalité impénétrable. Une opacité épistémologique qui se situe à la frontière des bornes de l'entendement. Je veux montrer ainsi que la thèse de Foucault, qui accuse une fragilité constitutive du savoir psychiatrique, portant sur les rapports de la théorie à la clinique, s'appuie en fait sur une conception faible de ce que peut être la clinique et révèle une conception faible de ce que peut être la réalité, celle de l'expérience de la folie, comme celle de la rencontre avec le malade. Alors c'est normalement ici que commence mon argumentaire, qui consiste en fait, encore une fois, à m'appuyer sur l'histoire aliéniste et sur les textes médicaux pour prouver mes thèses épistémologiques. Et comme l'invitation de Clément portait surtout sur l'idée de parler d'épistémologie, c'est cette partie-là de mon propos que j'ai cherché à étayer ce soir.
Et puisque le temps m'est compté, je vais devoir passer assez vite sur les preuves historiques que j'apporte, en espérant pouvoir les discuter avec vous en substance et à la fin. Il y a trois étapes à mon enquête historique. D'abord, l'analyse dans les textes de Pinel, c'est l'article dont tu parlais, la naissance du paradigme helléniste qui correspond à la naissance d'une anomalie théorico-clinique liée à la non-applicabilité du principe de correspondance de la pensée au langage. Deuxièmement, les transformations de cette anomalie théorico-clinique dans l'évolution conceptuelle des notions d'hallucination et de postulat initial. Et finalement, à la fin de la période helléniste, et donc au début du XXe, une sorte de scission, presque de décapsulage de la correspondance entre la pensée et le langage, qui permet d'isoler les deux termes du rapport et qui permet à des psychiatres comme Clérambault, comme Chalin ou comme Charles Blondel de construire une psychopathologie sur les rapports de la pensée au langage, c'est-à-dire sur le dysfonctionnement du processus normal de transformation de la pensée en langage. On commence donc avec une conception des rapports pensée-langage complètement tacite chez Pinel, pour arriver à la fin de l'aliénisme à des systèmes qui portent complètement sur des conceptions sophistiquées des rapports de la pensée au langage. Foucault n'a pas du tout tort quand il dit qu'il existe bien une forme d'attachement, au moins rhétorique, des médecins comme Pinel et Cabanis à la méthode analytique prônée par Condillac. Mais il y a beaucoup plus de subtilité que veut admettre Foucault dans la réception que fait Pinel des conceptions théoriques de Condillac, que ce soit dans leur composante linguistique ou dans ce que propose le philosophe d'une théorie des facultés. Pinel se sert de la philosophie de Condillac, mais n'est jamais acquis à cette philosophie. Dans le traité médico-philosophique qui inaugure l'ère aliéniste, les concepts implicites du rapport de la pensée au langage mobilisés par Pinel forment une anomalie théorico-clinique, dans le sens où les apports théoriques de Pinel se reconfigurent entre eux de manière syncrétique pour rendre compte de sa rencontre avec la folie de l'aliéné. C'est avant tout le problème des passions humaines. Jacques Pigeot a beaucoup travaillé là-dessus, et le rôle étiologique que doivent tenir les passions dans une conception de l'entendement qui est incapable de les intégrer, qui amène le discours de Pinel à mobiliser des conceptions contradictoires des rapports de la pensée au langage. En distinguant toujours deux modes d'atteinte différents et non superposables, les passions d'un côté et les troubles de l'entendement de l'autre, Pinel intègre au savoir helléniste toutes sortes de considérations existentielles liées aux choses de la vie humaine. Ces deux étiologies du trouble n'ont pas le même statut ontologique, ou plutôt ont des natures qui ne mettent pas en jeu les mêmes parts d'humanité et qui ne se soumettent donc pas au même mode de catégorisation. Et Pinel sait très bien qu'on ne peut pas diviser les passions comme on divise les facultés de l'entendement, et qu'on ne peut pas parler des passions comme on parle des facultés. Il écrit « Comment concilier ces faits avec les notions que Locke et Condillac donnent sur la folie, qui font consister exclusivement dans une disposition à lier des idées incompatibles par leur nature et à prendre ces idées ainsi alliées pour une vérité réelle. » Là, Pinel parle des manies sans délire, de l'idée que finalement, sans qu'il y ait une erreur dans la pensée, il peut y avoir un trouble. Il en sort que la question de l'applicabilité de la structure du langage à la maladie mentale, telle que la comprend Foucault à partir de Condillac, se pose dans l'œuvre de Pinel, ou du moins entre ses lignes, d'une manière beaucoup plus problématique que n'en rencontre Foucault. Et c'est probablement parce que le langage est partout dans la clinique aliéniste qui s'avère jamais en mesure de lui imposer son modèle. Parce qu'il y a à la fois le rôle que joue le langage dans le rapport de l'aliéniste aux symptômes et aux catégories par lesquelles il se donne une certaine intelligibilité sur la folie. Il y a le rapport de l'aliéniste au langage des malades. Et il y a ce que présuppose l'aliéniste du rapport qu'il y aurait entre la pensée des aliénés et le langage qu'il exprime. Ça nous amène à la question des hallucinations. On y viendra un peu plus tard. Déjà, ce syncrétisme, il s'incarne chez Pinel dans la notion d'idée. Et c'est par une analyse de l'utilisation que fait Pinel du terme idée dans ses textes que j'ai cherché à exposer l'ambiguïté théorique dans laquelle Pinel est allé ensevelir sa propre conception de l'origine de la folie. Je donne pour exemple une phrase qui revient très régulièrement dans son œuvre, d'abord dans la nosographie, puis dans les deux éditions du traité. Pinel parle d'une idée dominante qui semble absorber toutes les facultés d'entendement. Avec cette métaphore, Pinel associe à la théorie de l'association des idées et des facultés de Condillac une conception de l'idée comme force perturbatrice irréductible à la grammaire d'une proposition linguistique
La pensée que contient cette idée dominante est une force passionnelle qui agit depuis le ventre et non pas une pensée qui correspond à un langage. Cette idée qui absorbe les fonctions de l'entendement nous montre que le syncrétisme de Pinel s'est scellé dans un ensemble de concepts opérationnels qui sont théoriquement sous-déterminés. Il s'agit d'édifier un discours scientifique, positif, mais dans lequel la logique rationnelle cède un peu à l'herméneutique des significations humaines. La sous-détermination des concepts permet de ne pas réduire le sens de certaines notions scientifiques à la fonction technique que le système explicatif de l'hellénisme leur confie, en annexant une partie de ce sens au domaine du sens commun. C'est ainsi par une sous-détermination des catégories psychopathologiques que Pinel parvient à contenir la luxuriante diversité des variétés de l'aliénation. La folie, dans les diverses appellations qu'elle reçoit, les découpages qu'on lui opère, les phénomènes qu'on lui attribue et le sens qu'on lui donne, garde dans sa nature épistémique un lien quasi transcendantal, qui la garde très confortablement rattachée à l'intuition et au bon sens. Au final, celui qui est fou parce que c'est évident. Et c'est seulement à partir de cette évidence que la spéculation théorique peut commencer. Or, cette stratégie épistémologique renvoie à la sous-détermination des concepts psychopathologiques qu'elle déploie, à la sous-détermination du rapport pensée-langage qui les supporte. Mais il faut encore insister sur le fait qu'il s'agit là, pour Pinel, d'une stratégie par défaut. Elle résulte d'une anomalie théorico-clinique plus qu'elle ne la génère. C'est-à-dire que la sous-détermination des concepts de l'aliénisme est rendue nécessaire par l'insuffisance de la théorie et des outils conceptuels rationalistes de Pinel, dans son abord d'une certaine réalité humaine, celle de la déraison. L'anomalie théorico-clinique, qui est constitutive des enjeux épistémologiques de l'œuvre de Pinel, se rapporte à une limite dans sa conception du rapport pensée-langage. Par la suite, ce qui est un problème tacite chez Pinel, le problème des rapports pensée-langage, se problématise et devient de plus en plus explicite pendant la période aliéniste. Là, je vais prendre seulement l'exemple de l'hallucination pour essayer de le montrer. Tout au long du XIXe siècle, les hallucinations auditives se sont progressivement imposées comme l'un des symptômes primordiaux par rapport auxquels se sont organisées les différentes classifications pathologiques. Elles sont plurielles et les aliénistes amènent de plus en plus de nuances dans leur description des différents types d'hallucinations auditives. Tant est que ces différents types d'hallucinations auditives en viennent à constituer, dans leurs caractéristiques distinctives, ce qui sépare les tableaux cliniques les uns des autres, et dans leur spécificité, ce qui joue parfois le rôle d'un mécanisme explicatif des délires puis des maladies mentales. Or, ce qui nous intéresse avant tout, c'est bien que les nuances conceptuelles qui permettent aux aliénistes d'affiner la distinction sémiologique entre un type et un autre d'hallucination auditive sont directement issues des champs théoriques dans lesquels se pose la question du rapport de la pensée au langage. Ces champs théoriques sont divers. Au départ, il y a l'idéologie chez Esquirol, puis chez Baillarger, la théologie et les textes des mystiques. Et à partir de la moitié du XIXe siècle, avec Segla, l'exploration neurobiologique des troubles du langage et de l'aphasie. Or, au cours du XIXe, les différentes théories du langage qui s'élaborent selon des perspectives assez variées viennent de plus en plus contester la réductibilité du sens au langage. L'évolution de la conceptualisation des hallucinations auditives par les aliénistes du XIXe va progressivement scinder la correspondance de la pensée et du langage, ce qui témoigne en faveur de la plongée du paradigme aliénisme dans le problème du rapport pensée-langage. Je vais seulement pouvoir parler ce soir de la transformation du concept d'hallucination psychique en Jules Baillarger, Jules Segla et Georges Petit. Dans un mémoire de 1844, Baillarger distingue deux phénomènes à part, les hallucinations psychosensorielles, où l'élément sensoriel est présent, et des phénomènes hallucinatoires en apparence proches, mais qui manquent absolument de composantes sensorielles. Les patients, rapporte-t-il, en viennent à essayer de caractériser ce manque de sens en affirmant qu'ils peuvent converser d'âme à interlocuteur invisible, qu'ils entendent. Donc on en était au fait que Baillarger s'était appuyé sur les distinctions faites par les auteurs mystiques en différents types de visions pour distinguer différents types d'hallucinations psychiques. Mais ce qui est important, c'est que la référence que trouve Baillarger dans les lettres spirituelles sur l'oraison de Jean de la Croix est d'emblée modifiée.
La tripartition des visions, telle qu'elle apparaît également chez Thérèse d'Avila, entre des voies intellectuelles qui se font dans l'esprit et dans l'intérieur de l'âme, des voies imaginatives et des voies corporelles qui frappent les oreilles externes, est immédiatement transformée en une bipartition des hallucinations. Bélargé dit: je n'ai pas besoin d'ajouter que la division que je propose pour les hallucinations, et à laquelle j'ai été conduit par l'observation directe des aliénés, est celle des auteurs mystiques. Les mots seuls sont changés. J'appelle hallucination psychique les visions et l'élocution intellectuelle, et hallucination psychosensorielle les visions et l'élocution corporelle. Et dans cette nouvelle division, les voies imaginatives disparaissent au profit des voies intellectuelles. Comme le montre Mathieu Frère-Jouan, dans une thèse qu'il a défendue il y a quelques années, qui s'appelle Le mythe de la perception sans objet, le seul critère distinctif que Bélargé retient est la présence ou l'absence de l'élément sensoriel. Disparaît alors l'intérêt d'une distinction entre des visions imaginatives et des visions intellectuelles. La modification des critères de division est significative, parce que quand Bélargé reprend la division des mystiques, la distinction avec ou sans parole disparaît de son champ conceptuel. Il garde que la distinction avec ou sans son, avec ou sans sensation. Or, avec cette bipartition, l'aliéniste manque ce qui se présente pourtant assez explicitement dans les biens des aliénés. Il n'est pas capable d'entendre, comme nous l'entendons, l'autre distinction que les aliénés rapportent entre des hallucinations avec parole, qui, bien que ne touchant pas les sens, semblent néanmoins faites de mots, et des hallucinations sans parole, qui toucheraient exclusivement la pensée, et que les aliénés semblent chercher à distinguer en contestant le caractère langagier des phénomènes dont ils rendent compte. La distinction entre hallucination psychique avec ou sans mots ne semble jamais concerner Bélargé. Tant est qu'il en vient à rapprocher un halluciné qui se borne à dire qu'il entend sa pensée formulée en parole de ce que les auteurs mystiques ont désigné sous le nom de locution intellectuelle, occultant totalement l'effort très soucieux des mystiques pour distinguer ce caractère intellectuel d'une parole divine qui serait radicalement différent de ce qu'on peut se formuler mentalement avec des mots. La parole divine pour les mystiques ne peut se réduire à des mots puisque tout est dit d'un coup dans le verbe de Dieu. Dans les faits, la séparation de principe entre l'ordre de la pensée et l'instance du langage, qui est imposée dans le domaine de la psychopathologie clinique par les travaux anatomofonctionnels un peu plus tard, va offrir à ce moment-là à Jules Séguéla tout un jeu de mécanismes psychopathologiques à partir desquels il pourra lui catégoriser les différents troubles du langage et la variété des phénomènes hallucinatoires qui sont apportés qui sont apportés par les patients. Pardon. Pour Séguéla, ces nouvelles catégories représentent un gain en intelligibilité sur les mécanismes de la folie autour desquels se construisent alors les nouvelles classifications pathologiques. Séguéla reprend la question des hallucinations psychiques à l'époque de la phaséologie et de l'anatomie fonctionnelle. Il doit reformuler la typologie des hallucinations acoustico-verbales, dont le modèle le plus marquant reste celui légué par Bélargé. Or, si Jules Séguéla hérite en théorie de la scission de la pensée et le langage, qui est formulée par la phaséologie, qui fait la distinction entre des lésions qui touchent seulement la pensée ou des lésions qui touchent l'articulation des mots, il est très embarrassé dans ses spéculations cliniques par la possibilité de concevoir une pensée sans langage ou de reconnaître l'existence de pseudo-hallucinations ou d'hallucinations psychiques non verbales, sans les mots. L'aporie de Pinel, qui était déjà une aporie larvée finalement des rapports de la pensée au langage, devient chez Séguéla l'aporie du langage intérieur. Car ce langage intérieur est tributaire de son identité de nature avec le langage extérieur. Séguéla ne peut pas le concevoir autrement. En décrivant une mécanique psychopathologique dans les rapports de la pensée au langage et en recevant les catégories anatomo-fonctionnelles isolées par l'asphasie, qui spatialisent dans le cerveau la possibilité d'une atteinte des fonctions intellectuelles sans atteinte de la fonction langage, Séguéla recrée un espace nosographique pour accueillir une hallucination intellectuelle, un phénomène hallucinatoire impliquant le sentiment d'une signification irréductible, un énoncé verbal. C'est cet espace que Bélargé avait fermé en passant d'une tripartition à une bipartition. Cependant, Séguéla n'est pas en mesure de conceptualiser la nature ontologique d'un type d'hallucination purement intellectuelle, sans les mots, pour occuper cet espace nosographique. Il laisse ainsi à l'aliénisme
non pas un obstacle, mais un vide épistémologique, qui va combler seulement avec une proposition assez décevante au regard de l'enjeu des rapports pensée-langage qui m'intéresse, qui est celle des hallucinations psychomotrices, qui lient aux représentations mentales des mouvements articulatoires. Et finalement, l'impossibilité pour Segla de se détacher des images verbales dans sa conception des hallucinations psychiques, c'est au début du XXe siècle un certain Georges Petit qui va essayer de la surmonter. Il était très au courant des travaux français et allemands sur la pensée sans image et il va tenter de surmonter cette aporie en décrivant des phénomènes spécifiques bien distincts des hallucinations psychomotrices et qu'il va appeler les autoreprésentations imperceptibles. La possibilité d'une hallucination non formulée verbalement, qui est clairement amenée par les auteurs mystiques à qui Bélargé emprunte les catégories sur lesquelles il base sa typologie, qui est évoquée de manière assez explicite par les aliénés eux-mêmes et qui est même isolée de manière anatomo-fonctionnelle par les études sur l'aphasie, Georges Petit va enfin pouvoir en proposer une définition sémiologique sous le nom d'autoreprésentation. Ainsi, les conceptions hellénistes du rapport pensée-langage, qui sont d'abord présupposées comme étant complètement refermées sur lui-même dans une correspondance, et désunies étape par les évolutions sémiologiques des hallucinations auditives. Or, c'est précisément là où la théorie manque de contenir la clinique que naissent les nouvelles catégories sémiologiques de l'hallucination. Le caractère problématique des conceptions des rapports pensée-langage mobilisés par les différents aliénistes oriente l'évolution du paradigme aliéniste. Une fois que Bélargé a isolé les hallucinations psychiques des hallucinations psychosensorielles, en notant l'hallucination son acousticité, Segla porte spécifiquement son attention sur les hallucinations psychiques pour y opérer un deuxième niveau de division catégorielle. Les hallucinations psychomotrices sont la réponse de Segla au fait que la définition des hallucinations psychiques de Bélargé ne suffit pas à rendre compte des phénomènes hallucinatoires qui sont décrits par les aliénés comme des paroles sans parole. Et comme cela arrive souvent dans l'histoire de la sémiologie aliéniste, les conceptions psychopathologiques qui sont d'abord introduites pour amener juste une nuance ou un contraste d'intelligibilité catégorielle, là où les faits empiriques se confondent, ces nuances viennent gagner rapidement en importance au sein du système psychopathologique de Segla, tant est qu'il va y établir son propre prestige quelque part, et que l'aliéniste va espérer inscrire son nom dans la postérité à côté de la notion sémiologique qu'il a découverte. Au final, Segla en vient à considérer les hallucinations psychomotrices comme celles qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique clinique. C'est une raison supplémentaire de corréler l'évolution de la sémiologie aliéniste avec les niveaux successifs d'élucidation de l'aporie pensée-langage. Les différentes étapes d'évolution des conceptions sémiologiques de l'hallucination auditive correspondent au niveau de l'élaboration et d'intelligibilité qui sont graduellement acquis par les rapports de la pensée au langage. Là, je ne vais pas vraiment pouvoir vous parler de la nature linguistique du postulat initial ou de l'idée maîtresse, mais il se déroule à peu près le même phénomène. Comme pour les différentes conceptions des hallucinations auditives, leur conceptualisation évolue tout au long du 19e et jusque dans les propositions psychopathologiques construites par les psychiatres du début du 20e. Progressivement, les outils conceptuels mobilisés par les aliénistes et les enjeux théoriques dans lesquels ils iront inscrire l'originalité de leur rapport vont viser de plus en plus explicitement à cerner le sens d'un phénomène à l'extérieur du langage. On peut dire elliptiquement que l'on passe d'une idée mère qui est une proposition linguistique chez Esquirol à un complexus idéo-affectif chez Sergio Camra dans leur polyrésonance, puis à une intuition délirante qui est à l'origine des délires chez Pergolèse et Didi. C'est une partie que je traite beaucoup plus dans ma thèse, mais il fallait que je coupe un peu. On peut enfin arriver à ce que j'ai essayé d'expliquer comme la clôture de la période aliéniste. J'ai dans ma thèse cherché à montrer que le problème qui a déterminé et motivé le renouvellement des conceptions sémiologiques pendant la période aliéniste est lié à une difficulté à concevoir l'ineffable que la rencontre clinique fait cependant exister. La conceptualisation difficile des rapports de la pensée au langage des aliénés constitue un problème épistémologique qui a orienté l'évolution du paradigme aliéniste vers sa propre résolution. Finalement, la période aliéniste prend fin quand les problèmes liés à l'application des conceptions du rapport pensée-langage à une réalité clinique qui résiste sont dissous par l'apport de solutions théoriques a priori à ces problèmes.
Mais cette résolution, elle peut se faire qu'au prix d'une subordination de la clinique aux conceptions théoriques du langage, alors établies comme ses fondements. À l'ère de la phénoménologie psychiatrique et de la psychanalyse, les conceptions du langage ne sont plus ces variables théoriques mobiles qui tendent à s'élaborer et à se découvrir en fonction de l'expérience clinique de la folie. Les théories du langage agissent au contraire comme le point fixe d'une perspective théorique à partir de laquelle, et seulement à partir de laquelle, il est possible d'explorer une nouvelle de la folie. Les conceptions du rapport pensée-langage deviennent un référentiel théorique au sein duquel se fait la rencontre avec le malade. Un des principaux composants de cet instrument scientifique qui sont le vécu des patients. La période aliéniste se raconte allant de part et d'autre de ce renversement de perspective. Parmi ceux qui sont considérés comme les tout derniers aliénistes, à une époque où on parlait déjà volontiers de psychiatrie, le rapport de la pensée au langage est mis en avant comme modèle explicatif de la folie. L'anomalie théorico-clinique est devenue une anomalie clinique, sur laquelle se fonde une psychopathologie. Chez Clérambault, Blondel et Chalin, une anomalie dans les rapports de la pensée au langage des malades représente un signe qu'il faut savoir détecter et à partir duquel on élabore une clinique. De l'autre côté du seuil, de la clôture de la période aliéniste, chez ceux qui seront les figures majeures de la psychiatrie du début du XXe, comme Henriet, Lacan, Lagache ou Minkowski, il y a un engagement a priori dans certaines théories du langage sur lesquelles se construisent les nouvelles psychopathologies. Leur conception des rapports de la pensée au langage ne sont plus mis à l'épreuve de la clinique, car elles forment leur perspective. Dans sa fameuse thèse de médecine, Lacan s'appuie sur les thèses de la conscience morbide de Charles Blondel pour établir le postulat d'une différence radicale entre la structure de la conscience dans la psychose et dans le normal. Ce sont finalement les derniers aliénistes qui fournissent des arguments aux premiers non-aliénistes pour retourner la théorie quant à la clinique. Lacan arme sa démarche de théorie en mobilisant la psychanalyse pour inférer quant à la structure de la psychose. Il n'abandonne pas pour autant la rhétorique des faits. Il insiste au contraire sur le caractère inductif de sa démarche. Et si Lacan insiste, c'est qu'il veut convaincre de sa capacité à établir une théorie psychopathologique sur l'observation pure des faits. Je le cite dans sa thèse. Et même si ces faits cliniques, je le cite encore, comme en toute observation des faits, les psychanalystes ont appris à les voir. Dans le troisième séminaire, le phénomène psychotique est chez Lacan à la fois la libération de la chaîne du signifiant et l'émergence dans la réalité d'une signification énorme qui n'a l'air de rien, et ce pour autant qu'on ne peut la relier à rien, puisqu'elle n'est jamais entrée dans le système de la symbolisation, mais qui peut, dans certaines conditions, menacer tout l'édifice. Autrement dit, je suis obligé de passer très elliptiquement sur Lacan, bien sûr, la psychose se comprend à partir même du jeu conceptuel de la pensée et du langage. L'influence d'une base théorique sur l'observation clinique est tout aussi marquée du côté des phénoménologues. Quand Minkowski réinterprète la schizoïdie de Bleuler, c'est à partir des concepts de durée et de syntonie qu'il emprunte à Bergson. Il s'appuie sur les théories du philosophe pour définir une normalité par rapport à laquelle le pathologique se définit comme une déviance. Il écrit « Le maximum de syntonie se trouve ainsi dans le domaine du normal, tandis que le maximum de schizoïdie semble devoir être recherché dans le domaine du pathologique. » Or, dans ce que Minkowski emprunte à Bergson pour instruire son observation clinique, il y a des distinctions conceptuelles que le philosophe établit sur la dichotomie du discursif et du non-discursif, du langage et de la pensée, de l'intelligence et de l'instinct, de l'objet et du sujet. Ces dichotomies viennent expliciter la distinction entre démence intellectuelle et démence schizophrénique, par exemple, ou qualifier les notions de pragmatisme et de rationalisme morbide, et discriminer les contours du pathologique dans leur opposition avec les caractères normaux du vivant. Ce sont donc très clairement les coordonnées théoriques bergsoniennes du rapport de la pensée au langage qui structurent a priori les observations phénoménologiques de Minkowski. Quant à la théorie organodynamiste d'Henriet, elle doit, pour expliquer la psychogénèse des troubles hallucinatoires, établir en regard des altérations pathogènes que révèle l'observation clinique, toutes les dimensions formelles et architectoniques de l'être conscient, dont la désintégration correspond aux conséquences pathologiques observées. La théorie pathologique du psychiatre se construit en miroir d'une théorie du normal, c'est-à-dire en miroir d'une organisation de la conscience qui devient prédictive des conséquences phénoménologiques de sa propre désorganisation. Le traité des hallucinations consolide ces bases théoriques dans un propos liminaire de plus d'une centaine de pages.
avant d'aborder la clinique de l'hallucination. Le système organodynamique implique un apport théorique au moins équivalent en complexité à la finesse des descriptions cliniques qu'il peut alors engendrer. Donc là-dessus, j'ai pris beaucoup de raccourcis, surtout à la fin, pour essayer de vous exposer brièvement le travail à partir duquel je propose de redéfinir le paradigme aliéniste. C'est sûrement le plus gros de mon travail, du moins en termes de quantité, sur lequel je viens de faire l'impasse. Mais en définitive, on peut dire que l'aliénisme a hérité des théories condéaciennes du langage, de la correspondance de la pensée du langage, mais que, en creusant l'aporie de la pensée du langage, l'aliénisme a scindé la correspondance de ce langage, par laquelle a été d'abord contrainte ces spéculations théoriques. Les aliénistes commencent d'abord par concevoir les effets psychopathologiques d'une mauvaise correspondance de la pensée du langage, puis des troubles touchant indépendamment la pensée de leurs aliénés ou leur langage. Ils cherchent ensuite à isoler des phénomènes assimilables à des manifestations pathologiques du langage seul, comme les hallucinations verbales ou comme le psittacisme, et à saisir une sorte de sentiment ineffable de signification, une conviction délirante ou hallucinatoire qui demeure inexprimable. À la fin de la période aliéniste, et avant l'arrivée de la phénoménologie et de la psychanalyse, les hypothèses psychopathologiques proposent une explication des mécanismes du délire qui prend place au sein même du rapport de la pensée et du langage, en spéculant sur les conséquences pathogéniques des dysfonctionnements de cette mécanique. Pour cela, les aliénistes du début du XXe ont mobilisé des conceptions très explicites des rapports de la pensée et du langage. Il existe donc un mouvement progressif de dissociation de la correspondance pensée-langage, doublé par un mouvement tout aussi progressif d'explicitation de ces conceptions. Les rencontres cliniques entre médecins et malades ont été l'instrument scientifique par lequel la théorie aliéniste s'est mise à l'épreuve du réel, le lieu d'une interaction entre la théorie et la réalité, mais surtout le front d'une résistance opposée par une réalité humaine incompressible à la démarche épistémologique des aliénistes. Michel Foucault superposait trop facilement les théories de Condillac sur la démarche médico-philosophique de Pinel. Nous pouvons maintenant constater qu'il s'agissait d'un jugement trop hâtif. Pinel a su au contraire reconnaître la résistance qu'opposait la clinique des malades à l'épistémologie de Condillac. Autrement dit, l'opacité épistémologique de la clinique. L'hétérogénéité et la paradoxalité des conceptions du rapport pensée-langage mobilisées par Pinel témoignent de cette résistance. Elles sont pour lui le moyen d'épouser de plus près la complexité propre à son objet. Un moyen détourné de concevoir l'ineffable qui, dans l'expérience vécue de la folie, déroute la rationalité de son approche empiriste. Un moyen alors de rendre ses droits à la spécificité pluridimensionnelle de la rencontre clinique avec le malade. Mais les psychiatres du début du XXe ont alors porté assez de modèles et de concepts philosophiques et linguistiques pour concevoir de manière plus claire et plus opératoire la part de l'ineffable dans la pensée des aliénés. Les conceptions linguistiques changent de rôle, ce qui renverse la dialectique de la théorie de la clinique. Les conceptions du rapport pensée-langage ne se formulent plus en se confrontant à la clinique, dans cette zone de perplexité qui est délimitée par une opacité épistémologique. À l'inverse, pour le psychiatre du XXe, les conceptions du rapport de la pensée au langage sont conceptuellement élaborées de manière à structurer le référentiel théorique, à partir duquel s'éclaire cette zone de perplexité. Il faut alors concevoir pour voir. Comme le dit Berchery, dans l'histoire du savoir psychiatrique, la première moitié du XXe représente incontestablement l'ère des grandes synthèses dogmatiques. Cette époque du savoir psychiatrique s'est caractérisée par la primauté des théories du langage selon l'observation clinique. Les conceptions implicites du rapport de la pensée au langage, qui habitaient syncrétiquement le rapport de Pinel à la réalité des faits, sont devenues chez les psychiatres du XXe des versions hyper sophistiquées des rapports de la pensée au langage auxquels desquels prospéraient leurs spéculations et qui ont, d'une certaine manière, subordonné l'observation clinique. La réception par les psychiatres du XXe des théories linguistiques structuralistes consolide leur conception du rapport de la pensée au langage. Le problème constitutif du paradigme aliéniste est théoriquement dissolu. C'est un paradigme épistémologique qui est clos. Nous venons donc de formuler une redéfinition paradigmatique de la période aliéniste en établissant la continuité épistémologique de la sémiologie aliéniste sur les transformations d'un problème théorico-clinique né dans l'œuvre de Pinel et, pour ainsi dire, artificiellement résolu au début du XXe. Un paradigme des problèmes aliénistes et non plus un paradigme des contenus assertifs produits par les aliénistes.
Et l'enquête historique à laquelle nous avons soumis la sémiologie aliéniste nous a permis de rendre à celle-ci un sens scientifique en discriminant dans son histoire une opacité qui, d'une certaine manière, résiste au constructivisme social. Ma thèse épistémologique a donc pour objectif de rétablir la possibilité de fonder la stabilité historique des objets de la psychiatrie sur un noyau clinique, c'est-à-dire sur son rapport à la réalité. Mais à la condition que ce noyau clinique ne soit conçu ni comme le reflet de la théorie sur la réalité, ni comme un ensemble de faits cliniques autonomes, mais plutôt comme une opacité épistémologique produisant la résistance que rencontre la théorie dans la clinique. En épistémologie des sciences, chez Thomas Kuhn en particulier, le chemin qui mène à une découverte scientifique commence par la conscience d'une anomalie. C'est-à-dire au moment où le scientifique prend conscience du fait, en soi inévitable, que la nature contredit le paradigme dans lequel il évolue. Les anomalies sont comme, je le cite, des poteaux indicateurs qui montrent le chemin vers la science extraordinaire. Alors on peut dire de l'aliénisme, en tant que paradigme scientifique, qu'il est à la fois normal et extraordinaire. Il représente une science normale au sens où il établit de manière cumulative des connaissances sémiologiques, il institue assez rapidement dans une tradition, mais il est aussi extraordinaire dans le sens où cette accumulation des savoirs est motivée par l'anomalie qui dans la réalité lui résiste, plutôt qu'elle n'essaye d'évincer cette anomalie. Dans cette perspective d'épistémologie des sciences, ce que nous avons cherché à prouver, c'est que le processus qui modifie progressivement les conceptions linguistiques mobilisées par les aliénistes se rapporte directement au processus par lequel la réalité de l'expérience clinique se refuse continuellement à la démarche théorique qui tente de la cerner. La démarche scientifique qui permet l'acquisition et la création de nouveaux savoirs dans le domaine aliéniste s'empare de la frontière entre une épistémologie rationnelle fondée sur l'empirisme et la dénomination, et cette réalité brutale et irrationnelle de l'objet empirique sur lequel elle tente de s'appliquer. C'est cette frontière qui constitue une opacité épistémologique. Et c'est exactement pour cela que la réalité de l'expérience de la folie ne doit pas être conçue comme un invariable naturel qui serait en soi inaccessible à la théorie et qui donc existerait de manière stable, indépendamment des approches théoriques qui tenteraient en vain de le cerner. Au contraire, ce qui dans la réalité clinique résiste à la théorie dépend directement, et dans sa forme et dans son contenu, de l'appareil conceptuel qu'il aborde. Certes, la réalité, dans sa totalité, est réductible à la théorie. C'est là l'origine du problème. Cependant, chacune des perspectives de la théorie sur la réalité bute d'une manière qui lui est bien spécifique sur une certaine opacité épistémologique qu'elle prédétermine dans son inaccessibilité autant qu'elle détermine ce qu'elle appréhende dans son intelligibilité. Une opacité épistémologique se définit alors à la fois par la zone de perplexité épistémologique qu'un savoir essaye difficilement d'infiltrer et de constituer comme son objet, ce qui dans la réalité apparaît irréductible au savoir, et par la démarche méthodologique et l'appareil conceptuel dont se dote le savoir pour essayer de saisir cette zone de la réalité. Au fond, la médecine mentale a en quelque sorte évolué d'une manière équivalente à la recherche médicale en testant des hypothèses. Mais elle ne peut toutefois tester que ce qu'elle accepte de ne pas considérer comme acquis. Les instruments qu'elle élabore pour explorer le monde, du plus rudimentaire comme l'entretien clinique, la simple discussion avec les patients, au plus sophistiqués comme les IRM fonctionnels, les biomarqueurs, les tests génétiques, ces instruments testent les théories dont ils sont la matérialisation. Mais pas plus qu'une anomalie à l'imagerie ne peut remettre en question les lois de l'optique ou de la physique qui régissent, somme toute assez tacitement, le fonctionnement de l'observation radiologique, la psychopathologie du XXe siècle ne semble pouvoir questionner les modèles linguistiques qui la régentent. Les théories de la rencontre clinique matérialiste sont confrontées à ce quelque chose de la réalité qui leur résiste. Mais cette réalité est à la fois hybride et pluridimensionnelle. C'est la réalité d'une expérience vécue par le malade, la réalité d'une rencontre entre un médecin et un malade, et la réalité organique qui sert de base matérielle à l'expérience des malades, comme, pour aller plus loin, à la rationalité du médecin lui-même. Au début du XXe, l'ère des paradigmes psychopathologiques s'insinue dans l'élaboration des savoirs psychiatriques comme une démarche logico-déductive qui, naturellement, tend à prospérer en système. Les grands systèmes psychopathologiques que l'on connaît bien, d'une certaine
D'une certaine manière, les psychiatres qui souscrivent à une démarche logico-déductive se sentent coupables et tendent à souscrire plus ostensiblement, c'est ce que reproche de Mazur, à une rhétorique de l'autonomie des faits cliniques. On pourrait attribuer à cette sorte de culpabilité épistémologique, peut-être plus qu'à la force des institutions psychiatriques en elles-mêmes, l'institutionnalisation de cette rhétorique des faits. Il faut cependant absolument savoir ne pas confondre avec une institutionnalisation des notions mêmes de la sémiologie. Les aliénistes français du 19e, comme en témoigne le long propos liminaire de Jean-Pierre Palleray, dans un cours adressé déjà en 1854 à des élèves, savent très bien les difficultés épistémologiques auxquelles les expose la nature des faits. Il y a sans doute une différence fondamentale dans la nature même des savoirs, des notions sémiologiques et des hypothèses psychopathologiques engrangées par le mouvement qui cherche à résoudre l'anomalie théorico-clinique de Pinel pendant la période aliéniste, et les savoirs issus d'une démarche épistémologique qui part d'une solution à cette anomalie pour explorer la. Mais même si elle s'établit sur des bases théoriques claires et fortes, l'observation clinique des psychiatres du XXe n'a sans doute pas complètement expurgé les notions psychopathologiques qu'elle formule, de la part d'apories qui s'y incrustaient au XIXe. Sans doute faut-il encore que l'on cherche longtemps l'origine de la folie, et sans doute la rencontre avec les malades va-t-elle encore nous éclairer sur notre propre insatisfaction. Cette notion d'insatisfaction est très importante parce qu'elle fait partie intégrante de l'idée de la rencontre clinique comme instrument scientifique. On est constamment insatisfait face à la réalité clinique quand se rejoignent et pactisent en quelque sorte, d'un côté notre puissance de conceptualisation et de l'autre l'insuffisance de nos théories. On pourrait dire que la sémiologie du 19e et les paradigmes psychopathologiques du 20e sont tout à la fois incompatibles, dans le sens où ils ne peuvent pas, sauf à réinterpréter les signes aliénistes, construire une cohérence d'ensemble, et complémentaires, dans le sens où ils représentent deux perspectives différentes sur une réalité vécue dont le noyau conserve une opacité épistémologique. Cette opacité, elle se dresse aussi bien devant la sémiologie aliéniste, devant les perspectives contemporaines, que contre la réflexivité du malade lui-même, dont l'expérience qu'il fait de sa propre pensée, plus ou moins inscrite aux catégories de la psychiatrie, demeure en partie inintelligible. La thèse relative à l'opacité épistémologique que nous soutenons nous amène à mobiliser une forme de réalisme non figuratif qui est librement inspiré de la définition qu'en propose Alan Chalmers, représentant une forme de compromis entre un réalisme naïf et un constructivisme rationnel. Ça revient à rappeler que toute considération paradigmatique confondue, les connaissances médicales, dont celle qu'a formulée l'aliénisme, se rapportent quand même à une certaine réalité. Une réalité certes irréductible à la démarche scientifique, mais qui cependant la contraint. Le savoir aliéniste se rapporte à une conception de la vérité, non pas comme une correspondance avec la réalité, mais au moins comme une résonance entre un énoncé et une réalité extralinguistique. Il faut qu'il y ait une dialectique entre ce qui est dit et ce qui ne peut pas être dit. Les psychiatres ne peuvent pas se contenter d'une conception seulement instrumentale du savoir aliéniste, qui serait alors conçu comme un outil de gestion efficace des aliénés. On peut encore moins se soumettre à une logique purement sociologique, reconnaissant seulement dans la clinique une rhétorique visant à installer le pouvoir épistémologique des médecins. Il faut que la démarche clinique, consciente du risque de réification abusive qui guette chacun de ses pas, puisse souscrire à une forme atténuée de réalisme. Il faut en fait que l'épistémologie aliéniste porte en elle au moins l'ambition de toucher à quelques parcelles de réalité même du vécu des aliénés. Les fondements empiriques des sciences, même celles qui sont dites objectives, sont, pour ainsi dire, marécageux. Et je reconnais absolument qu'il faille définir cette réalité de l'expérience vécue comme quelque chose d'hybride qui mêle une base matérielle et une valeur herméneutique. Il n'empêche que cette réalité n'est pas seulement la marque des perspectives théoriques qui l'abordent. Elle n'est pas entièrement produite par ces théories. Elle résiste toujours à la théorie. La théorie est instruite par une réalité qui toujours la surpasse en complexité et qui lui est foncièrement irréductible, mais qui peut la guider. Ce que peut être une théorie de la vérité inscrite dans une théorie de la cohérence trouve sa limite dans le paradigme des savoirs aliénistes. Pour des auteurs comme Lakoff et Johnson,
Comprendre quelque chose exige qu'on l'intègre dans une structure cohérente, dont la cohérence dépend d'un système conceptuel. La vérité est alors toujours dépendante de la cohérence. Or, les aliénistes semblent être plutôt attachés à poursuivre des incohérences qu'à comprendre de manière cohérente les vérités que pouvait leur suggérer la rencontre clinique avec les malades. Dans la perspective d'appréhender la folie, l'anomalie entre la théorie et la clinique n'est pas à résoudre par une nouvelle théorie, comme l'entendrait Thomas Kuhn des anomalies laissées de côté par la science normale. Ces anomalies sont plutôt à investiguer. Pour les aliénistes, il ne faut pas combler la faille, mais plutôt chercher ce qui s'y cache. Car ce qui génère de l'incohérence, c'est précisément la folie. L'anomalie dans un système raisonnable, c'est la déraison. L'important, pour conclure, c'est alors de savoir admettre la part de syncrétisme et la part d'opacité humaine sur lesquelles repose l'édifice complexe du savoir psychiatrique. La sémiologie psychiatrique s'est construite dans le souci de comprendre une incohérence théorique et non à partir d'une cohérence théorique. La part de vérité qui veille derrière l'édifice épistémologique de la psychiatrie se rapporte alors remarquablement bien à la formule de Jean-François Lyotard qui dit que la vérité ne se trouve pas dans l'ordre de la connaissance, elle se rencontre dans son désordre comme un événement. La rencontre clinique avec la folie peut bien être prédéterminée par de la théorie, par la société ou par la culture. Elle a toutefois d'original et d'absolument irréductible d'être à la fois le lieu de ce désordre et la réalité de cet événement. Merci.